Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un homme seul dans la nuit qui fait de l'autostop sur une route espagnole, Lorenzo Zabala, l'industriel enlevé par les séparatistes basques, a été libéré la nuit dernière, peu avant minuit, par ses ravisseurs. Monsieur Zabala, qui est en bonne santé, affirme qu'il a été caché pendant 3 jours de détention à quelques kilomètres à peine de son usine d'Eibar. Pour l'histoire, cette photo restera celle de la naissance de l'Europe à 10. Peu de réactions d'ailleurs ce matin au lendemain de cette signature solennelle à Bruxelles. On ne dit rien à Moscou. Le président Nixon rappelle qu'une coopération étroite entre l'Europe naissante, c'est son terme, et les États-Unis lui paraît devoir être la pierre angulaire de sa politique. Edward Heath, le Premier britannique, profite de son passage à Bruxelles pour y rencontrer le Premier ministre d'Irlande du Sud. Ils parleront évidemment de l'Irlande du Nord. Edward Heath, qui aura été hier le héros assez involontaire de la journée. Pour une petite histoire d'encre, le Premier britannique arrivait tout à fait à l'heure, peu avant 16 heures, au château d'Egmont où devait avoir lieu la signature. Il y avait là, vous allez le voir, quelques spectateurs. Et puis soudain, c'est l'incidence. Edward Heath a eu peur, il n'a pu éviter l'encre qui lui macule la joue droite, la main, la chemise aussi. L'agresseur, c'est une jeune femme de 31 ans dont on ne sait pas très bien si elle est anglaise, suédoise ou allemande. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'approuve pas l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Elle l'a fait voir. Pendant qu'on va nettoyer l'escalier d'honneur, Edward Heath va se changer de costume, changer de chemise, pour venir 1 heure plus tard, vous le voyez, signer sous les applaudissements et toujours avec son traditionnel sourire, signer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Tard dans la nuit, d'ailleurs, les représentants des 10 allaient se retrouver au palais royal de Laeken pour un grand dîner offert par le roi Baudouin et la reine Fabiola pour fêter la naissance de cette nouvelle Europe à 10. C'est à Bruxelles que M. Maurice Schuman a appris qu'il se rendrait sans doute très prochainement en Chine populaire. Le ministre des Affaires étrangères est en effet invité officiellement à se rendre en Chine, à se rendre à Pékin, par le Premier ministre chinois, M. Zhou Enlai. En attendant ce voyage dont la date n'est pas ce matin encore fixée, le président de la République quittera, lui, demain Paris pour son second voyage en Afrique. 2 étapes sont prévues, le Niger et le Tchad. Demain encore, à Copenhague, c'est demain que se dérouleront les obsèques solennelles du dernier roi du Danemark, le roi Frédéric IX de Copenhague, notre envoyé spécial Pierre Ropsis. Ici, Copenhague. Copenhague, dont toute la population émue et recueillie vient ces jours-ci rendre un dernier hommage à son roi disparu. Frédéric IX est mort la semaine dernière, mais sa dépouille mortelle n'a été transportée à la chapelle du château de Christiansborg que mercredi de cette semaine. Depuis, une file ininterrompue d'habitants de Copenhague et de toutes les villes du pays est venue s'agglutiner, faire la queue devant la chapelle pour rendre un dernier hommage à son roi. Les obsèques solennelles et nationales du roi n'auront lieu que lundi. Il sera transporté, d'abord porté par 48 hommes de la marine, puis par train. Il sera transporté à une trentaine de kilomètres de la capitale danoise dans la cathédrale de Roskilde. Roskilde, où sont enterrés tous les rois du Danemark et où Frédéric IX reposera auprès de son père et de sa mère. Pour l'instant ici, il est une expression que l'on ne peut certainement pas utiliser, une expression pourtant habituelle. Le roi est mort, vive la reine. Cette expression, on l'emploiera peut-être à partir de lundi, en tout cas quand la peine se sera atténuée. Pour le moment, les Danois ont perdu leur roi et ils ne veulent pas penser à autre chose. Ici, Copenhague, information première. Collision en chaîne hier entre Chartres et Rambouillet, autrement dit sur la nationale 10. Une cinquantaine de voitures ont été victimes de ces carambolages, dû semble-t-il tout autant au brouillard qu'au verglas. Comme prévu, il y avait d'ailleurs encore beaucoup de brouillard ce matin, brouillard qui était givrant parfois sur la moitié nord du pays, nord-est surtout du pays. Et le verglas est toujours possible sur le nord du bassin parisien, également sur les Ardennes, également en Touraine. Il ne suffit pas de rappeler aux conducteurs que vous êtes la prudence élémentaire, surtout partant de verglas. Il est bon aussi de répéter que par mauvais temps,
il faut des voitures en parfait état, à commencer évidemment par les pneus. C'est parce qu'un grand nombre de voitures d'occasion sont, paraît-il, considérées par les spécialistes comme des voitures en très mauvais état, et le plus souvent à l'insu de leurs nouveaux propriétaires, qu'un nouveau syndicat d'usagers de la route vient d'émettre une proposition. Rendre obligatoire une sorte de carnet de santé de l'automobile. C'est une enquête de Jean-Paul Sautet. Celle-là ne m'a pas l'air mal du tout. Vous savez, elle n'est pas en très très bon état. Hein. Ah, vous ne me la conseillez pas? Personnellement, non. Elle a combien de kilomètres? Bon, c'est une voiture qui doit avoir 250 000, 300 000 kilomètres. Et le moteur en a autant? Le moteur en a autant. Vous savez, même les moteurs, si on les révise, hein, celui-ci a un léger bruit de bielle. Je doute fort qu'il aille bien loin. Oui, puis il y aurait peut-être quelques raccords de peinture à faire sur la carrosserie. Elle a été accidentée un peu à droite, à gauche, devant, derrière. Elle doit en être à sa 3e ou 4e couche de peinture générale. Vous savez, moi, personnellement, je vous la déconseille entièrement. Hein. Donc en conscience? En conscience, si vous la voulez, vous la prenez. Enfin, je vous la déconseille entièrement. Je crois qu'il est évident que tous les garagistes n'ont pas le temps de prendre autant de soins de leurs clients. Et pour les autres, aussi bien garagistes que clients, le syndicat national des usagers de la route a eu une idée. Écoutez. Monsieur Bertry, le syndicat Route de France est un jeune syndicat. Il a peu d'adhérents pour l'instant, reconnaissons-le. Mais il a déjà beaucoup d'idées, dont celle du carnet de santé. Oui, ce carnet de santé que nous souhaiterions voir accepté par les pouvoirs publics et qui a l'avantage de donner une garantie à tous les acheteurs de voitures. Je ne parle pas des voitures neuves, mais surtout des voitures d'occasion. Nous souhaiterions que ce carnet soit mis à bord des véhicules dès la sortie d'usine. Vous connaissez le trafic qui s'effectue actuellement en matière de véhicules d'occasion. Je crois que là, nous allons peut-être permettre, enfin c'est notre objet même, d'arrêter ce trafic. Oui. Donc chaque fois qu'un automobiliste consultera son garagiste pour des travaux plus ou moins importants, ces travaux seront portés sur ce carnet. Seront portés sur ce carnet. Il aura tout intérêt d'ailleurs à faire porter ces travaux sur le carnet parce que lors de la revente de son véhicule, ça viendra plutôt en bonification qu'en déduction, contrairement à ce qui se pratique actuellement en matière de revente basée sur l'Argus, car toute modification apporte un élément nouveau, un facteur important en matière d'entretien automobile. Seulement, lorsqu'un acheteur éventuel se présentera chez un garagiste, qu'est-ce qui lui garantira que ce carnet est un carnet honnête, que toutes les opérations ont vraiment été portées? C'est quand même, si vous voulez, peut-être encore la porte ouverte à certains trafics d'amitié, je dirais, de certains garagistes qui vont dire « Bon, ben oui, d'accord, je marque sur le carnet que j'ai effectué telle réparation ». Néanmoins, c'est très grave. Car si il s'agit de quelques graissages vidanges, ça ne va pas loin. Néanmoins, s'il s'agit d'une réparation concernant la direction, concernant des organes principaux, le garagiste, à ce moment-là, est tout de même engagé. Une voiture bien entretenue se vendra plus cher qu'une voiture qui n'a suivi aucune transformation, qui n'a pas eu les révisions nécessaires. Donc je crois que tout automobiliste aura intérêt à faire porter réellement ces transformations sans discussion. Et vous pensez sortir ce carnet à partir de quand? Eh bien, ce carnet sortira pour Pâques, puisque toutes nos opérations 72 débutent avec le Grand Roche de Pâques. Pour l'instant, évidemment, ce n'est qu'une proposition, rien d'obligatoire, vous avez compris. Fait divers, triple fusillade hier soir dans les rues d'Ajaccio. 2 gangsters ont d'abord abattu le convoyeur de fonds d'un grand magasin. Il a été tué sur le coup, il était père de 4 enfants. Presque au même moment, des racketteurs, semble-t-il, ont abattu 2 ouvriers tunisiens qu'ils voulaient rançonner. En sport, pour les skieurs, à moins de 2 semaines maintenant des Jeux Olympiques de Sapporo, c'était le dernier grand coup de collier. Pour les hommes d'ailleurs, avec un effort de taille, 4 courses pour ces hommes en moins de 24 heures. En effet, il y aura un géant demain à Delboden. Il y aura cet après-midi, c'est inattendu, une descente au Loberhorn. Le brouillard s'est levé, départ à 14h30. Et ce matin, il y avait 2 manches de slalom avec un duel au sommet. Auger, Tony. Ici au départ de la 2e manche du slalom du Loberhorn, Jean-Noël Auger. 2e meilleur temps de la première manche à 8 centièmes de Gustavo Toeni. Le 3e à 90 centièmes étant Rolando Toeni, le cousin de Gustavo. Jean-Noël Auger prend beaucoup de risques ici pour tenter de battre son grand rival Gustavo Toeni. Admirez ici son style très technique. Temps intermédiaire d'Auger, 25,52. C'est un très bon temps, mais c'est dans la 2e partie du parcours qu'il va fournir son effort le plus impressionnant.
Vous allez voir en bas à gauche s'inscrire le temps à battre pour prendre la tête au classement total des deux manches, 50-22. Jean-Noël Léger termine ici, 49-02, il prend pour l'instant la tête du classement. C'est au tour de Gustavo Toni maintenant. Le vainqueur de la première manche va-t-il réussir à battre Jean-Noël Auger? Il comptait 8 centièmes d'avance à l'issue de la première manche. Il effectue ici une très bonne course dans la première partie et va réaliser à mi-parcours un meilleur temps intermédiaire que Jean-Noël Auger. « 25-36 contre 25-52 à Auger. Toni est alors en avance de 24 centièmes de seconde. Il sent la victoire à sa portée. Va-t-il conserver son rythme très élevé? Il lui faut réaliser moins de 49-10 pour battre Auger. « 49-22 pour Toni, Jean-Noël Auger a gagné. Henri Duvillard, lui, n'a pas eu de chance. Vous le voyez ici, il va rater une porte et chuter dans cette deuxième manche. On revoit la chute au ralenti. Finalement, alors que Bacheleda remporte la deuxième manche avec 6 centièmes d'avance sur Auger, le classement du slalom du Lauberhorn s'établit ainsi. Premier, Jean-Noël Auger, 97-92. Deuxième, Gustavo Toni à 12 centièmes. Troisième, Bacheleda à 1 seconde 14 centièmes. Quatrième, Rolando Toni, qui perd la troisième place pour 6 centièmes de seconde. Il faut préciser d'ailleurs que cette chute de Duvillard s'est produite à quelques portes à peine de l'arrivée, dans cette deuxième manche. Revanche possible pour Duvillard dans la descente, puisque je vous l'ai dit encore une fois, il y aura une descente tout à l'heure à 14h30, toujours au Lauberhorn. Duvillard va retrouver son grand rival en descente cette année, Schranz, qui, une fois de plus, a préféré se reposer ce matin en ne prenant pas le départ des deux manches du spécial. Football, c'est le grand jour, ce sont les 32e de finale de la Coupe de France, avec plusieurs matchs au sommet. Nantes-Lille ou encore Sochaux-Metz. Marseille rencontre le petit Alès, mais ça n'est pas gagné sur le terrain de Nîmes. Rennes, qui est le tenant de la Coupe, rencontre dans un presque derby Laval, son voisin. Cela au Mans. Il y aura sans doute quelques surprises ce soir. Basket, vous allez jeter un rapide coup d'œil sur les résultats du samedi. Il n'y a d'ailleurs eu aucune surprise puisque Berck, Denain, Villeurbanne et Antibes, le leader, ont tous gagné. Pour les amateurs de bateaux, ceux en tout cas de la région parisienne, je vous rappelle que le Salon international de la navigation de plaisance est en train de vivre ces dernières heures, ce salon qui se tient au rond-point de la Défense. On peut voir là-bas toutes sortes de bateaux, des gros et des moins gros, des beaux et aussi des moins beaux, des chers et même des moins chers. Il y a aussi une nouveauté, un bateau qui n'a pas su choisir entre la mer et la rivière, vous allez voir. Sorti discrètement il y a quelques semaines à Cannes, voici l'un des clous de ce 11e salon de la plaisance. Conçu pour le plus grand nombre, ce bateau qualifié par certains de révolutionnaire est aussi à l'aise sur l'eau des rivières et des lacs qu'en mer. Offrant le confort d'un studio flottant, capable d'accueillir de 4 à 6 personnes, il permet le ski nautique. Long de 8 mètres, large de 2,50 mètres, il peut être équipé d'une gamme de moteurs diesel variant de 25 à 80 chevaux. La coque est réalisée selon un procédé nouveau, dit du sandwich polyester-polyuréthane, qui permet d'obtenir une production de grande série et de qualité. Plusieurs versions de ce home cruiser seront soumises au public à des prix variant de 33 à 70 000 francs. Je voulais que le bateau soit avant tout pas trop cher. Il faut donc trouver un matériau intéressant pour pouvoir faire la coque de ce bateau. Et naturellement, cela a demandé plus de 2 ans d'études. Et cette coque a les avantages que j'ai demandé dès le départ. C'est-à-dire en principe, elle est inflammable, puisqu'elle se consume seulement. Ensuite, elle est isotherme, car ce bateau, naturellement, doit être aménagé pour pouvoir vivre à bord. Il ne faut donc pas que les gens aient trop chaud dedans. Et puis, en plus de ça, elle est inchavirable, et puis elle est surtout agréée par la marine marchande. Et c'est le seul bateau en forme de houseboat, et c'est la raison pour laquelle plutôt nous l'appelons home cruiser, car ce n'est pas un houseboat qui ne peut pas sortir d'un port, c'est un home cruiser qui peut naviguer tout le long des côtes françaises. Alors, je suis très partisan maintenant que nous avons des ports de plaisance. Je pense qu'il faut démocratiser le yachting, car la couche de clientèle importante qui doit faire du yachting doit être trouvée actuellement en France, et elle existe d'après l'étude de marché que j'ai déjà faite. Le système à l'heure actuelle de la vente des bateaux en France est fait par des petits concessionnaires ou des petits agents locaux. Je ne pense pas que si nous voulons arriver à un prix très bas
pour commercialiser ce bateau en grande série, il nous soit possible de toucher le tout petit commerce. Il faudra que ce bateau soit diffusé par les clubs et il va pouvoir en même temps être acheté en polypropriété, c'est-à-dire que 3 cadres ensemble pourront acheter ce bateau, ça leur permettra de sortir très peu d'argent et quand on voit le prix des appartements, ce qu'on appelle les pieds dans l'eau, ce bateau sera très bon marché quand on pense qu'on pourra passer ses vacances à peu près au quart du prix que coûtera la location d'un studio sur la Côte d'Azur. Et c'est là l'une des idées du promoteur de ce bateau qui sera également proposé à la location, une forme de nautisme populaire. Un dernier mot avant de vous donner rendez-vous à 19h45 pour Télésoir. Le saint du jour, c'est Saint Barnard. Oui, Saint Barnard, exactement comme le chirurgien, mais ce Barnard-là vivait du côté de Besançon, je crois, aux alentours de l'an 832, et sa légende dit que c'est tout de même un saint au grand cœur. Bonne soirée, bon après-midi à tous.